Chers amis auditeurs de Fréquence Histoire, bonjour. Je reprends les émissions de Fréquence Histoire de manière progressive, après un peu plus d'un an d'interruption. Nous en étions restés la dernière fois, non pas sur l'analyse d'un livre, comme j'avais pu faire dans les premières années de Fréquence Histoire, mais sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, de par mon parcours universitaire et les études que j'ai pu faire en master et doctorat. C'était le thème des premiers partis politiques français, en gros sur les décennies des années 1880 aux années 1910. Je n'avais pas fait exactement mon master et mon doctorat sur ces thèmes, puisque en master j'avais fait une étude de série électorale du début de la Troisième République dans un département de l'ouest de la France, la Loire-Inférieure, actuelle Loire-Atlantique. Et puis en doctorat, je m'étais aventuré sur le terrain du légitimisme, cette forme particulière de monarchisme. Mais enfin, mes sujets d'études couvraient pleinement à la fois cette période de la Troisième République, ces 30 premières années en gros, si la Troisième République commence en 1870, et non pas les années 1880, et puis c'est recoupé un peu le sujet les sujets successifs de mes 2 années de master et de mon doctorat recoupaient un peu indirectement cette thématique des premiers partis français, qui avant 1905 n'existent pas vraiment, mais existent sous forme de proto-partis. Pour cette nouvelle émission, pas de chronique, enfin si, au contraire, pas de sujet thématique, mais le retour d'une chronique d'un livre, ce que j'avais pu entamer à partir de 2017 avec les chroniques littéraires, qui à l'époque n'étaient pas filmées. Et j'ai maintenant un peu plus de moyens matériels et puis de connaissances, de connaissances pratiques. Là, j'utilise un logiciel que vous connaissez si vous faites un peu de streaming, qui est OBS. J'utilise de manière très basique, mais enfin, c'est déjà mieux qu'avant. Et puis, j'ai maintenant un micro, ce qui est quand même mieux pour le son. Aujourd'hui, le livre dont je vais vous parler est un livre qui sont les mémoires de Jacques Chaban-Delmas. Un livre que j'ai personnellement lu en 2016. Il ne date pas du tout de 2016, puisque naturellement, Jacques Chaban-Delmas, et j'y reviendrai, c'est une personnalité du XXe siècle, décédé en 2000. Le livre est sorti en avril 1997, et ça a son importance, j'y reviendrai. Ces mémoires sont tout simplement intitulées « Mémoires pour demain ». Voilà, Jacques Chaban-Delmas, « Mémoires pour demain », et c'est aux éditions Flammarion. Voilà, j'ai acquis ce livre en occasion il y a à peu près 8 ans, et je l'avais lu à l'époque dans le sillage d'un certain nombre de lectures qui étaient des biographies historiques de personnalités de la Ve République. J'avais lu, je me rappelle, une biographie de Michel Rocard chez Perrin, 2 biographies de Mitterrand, une assez objective et une qui était plus, qui n'était pas moins objective, mais qui était plus sur la... les 2 septennats de Mitterrand en réalité. Une était une biographie, l'autre se concentrait sur l'exercice du pouvoir. J'avais lu aussi un peu plus tard, c'était vers 2018, les biographies, je ne sais pas vraiment si on peut dire ça, mais enfin l'œuvre de Max Gallo sur le parcours historique et politique du général de Gaulle, qui est une série de livres, je crois, en 4 volumes. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs, j'ai dû lire à peu près 2 volumes. Jacques Chaban-Delmas, donc Mémoire pour demain. Qui est Jacques Chaban-Delmas, l'homme, et qu'est-ce que le chabanisme, qui n'est pas une idéologie, mais on peut dire que c'est au sein du mouvement et de la pensée gaulliste une manière de voir les choses, qui n'est pas exactement ni celle de la figure tutélaire du gaulliste, qui est le général de Gaulle, bien sûr, et puis de son continuateur au pouvoir à partir de 1969, Georges Pompidou. Jacques Chaban-Delmas, c'est encore autre chose. Qui est Jacques Chaban-Delmas?
et normalement, si j'ai bien fait les choses, ça va apparaître à l'écran. Là, je pense que ça apparaît à l'écran si j'ai bien fait les choses. Avec OBS, je suis encore un petit peu novice. Jacques Chaban-Delmas, donc né en 1915 et décédé en 2000, c'est d'abord, avant que d'être un homme d'État, l'homme d'État que l'on connaît, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale un résistant. Sans surprise, puisque toutes les figures de la Ve République qui ont été au pouvoir ont été, au moins à certains moments de la guerre, dans la résistance. On sait que toutes n'ont pas résisté, bien sûr, dès le fameux appel du 18 juin du général de Gaulle, dès le 18 juin 1940, que certaines ont pu être plus ou moins attentistes vis-à-vis de l'autorité de Vichy. Je n'aime pas beaucoup dire le régime de Vichy, à vrai dire, puisque je considère que la France était ailleurs qu'à Vichy et que naturellement la continuité de la longue histoire française, c'est successivement la France libre puis la France combattante entre 1940 et 1944. Est-ce que je suis très objectif en disant cela? Je ne sais pas trop, mais c'est certainement le tropisme gaullien en moi qui parle. Mais je n'aime pas beaucoup dire le régime de Vichy, alors disons peut-être l'autorité de Vichy. En tout cas, on sait que il n'y a pas de grande personnalité de la Ve République qui n'ait pas été résistant. Ça n'implique pas que tout ait résisté dès juin 1940. Et puis il y a eu plusieurs moyens d'être là dans la résistance. Toutes ces personnalités n'étaient pas gaullistes naturellement, même si le gaullisme a été ce grand mouvement agrégateur qui a pu rassembler en lui, vous le savez, dans le Conseil national de la résistance à partir de mai 1943, des nationalistes, des communistes, des socialistes, des gens plutôt monarchistes, des juifs avec ou sans parti qui a nécessairement été proscrits au sein de la société de Vichy et sous l'occupation allemande. C'était cela la résistance, c'était cette grande agrégation qui, selon grande agrégation de courants politiques et philosophiques différents, il y avait aussi les démocrates chrétiens dont je n'ai pas parlé, qui transcendaient très largement les notions et les clivages de droite et de gauche. Mais toute la résistance n'était pas gaulliste. Il y avait naturellement une résistance qui procédait par exemple du général Giraud, avec ce qu'on appelle l'organisation de la résistance armée, ORA. Et puis le général de Gaulle, même s'il était le chef suprême de la résistance, n'a pas pu complètement unifier ce mouvement. Donc il y avait différentes portes d'entrée au sein de la résistance et différentes époques aussi, à partir de laquelle les résistants ont résisté. On connaît bien sûr l'exemple très connu de François Mitterrand, qui n'a pas résisté à partir de 1940, bien au contraire. D'abord parce qu'il était prisonnier de guerre dans ce qu'on appelle un stalag, c'est-à-dire un camp de prisonniers. Il y a deux types de camps de prisonniers, en réalité, les stalags pour les simples soldats et les oflags pour les officiers. Mitterrand était dans un stalag à partir de 1940. Il a tenté de s'évader et y est parvenu en 1942. Et on le sait, Mitterrand, initialement, étant revenu en France, a été en fait fonctionnaire du régime de Vichy. Je dis régime, pour simplifier les choses. Fonctionnaire du régime de Vichy. C'est à ce titre qu'il a rencontré bien le maréchal Pétain, qui était chef de l'État, fin 1942, et qu'il s'est vu remettre l'ordre de la Francisque, qui était la décoration remise par Pétain aux dignitaires de ce nouveau régime, aux autorités intellectuelles, politiques, morales de ce nouveau régime. Il y a eu à peu près 2500 récipiendaires, dont Mitterrand, ce qui sera révélé, s'agissant de Mitterrand, en 1994 avec le célèbre livre de Pierre Péan, Mitterrand, une jeunesse française, qui revient à la fois sur l'engagement de Mitterrand, la résistance tardive de Mitterrand, l'engagement
de Mitterrand durant les années de Vichy, et puis aussi la prime jeunesse de Mitterrand à partir du milieu des années 1930, dans des milieux qui n'étaient pas du tout à gauche, mais qui étaient plutôt des milieux proches de l'Action française. On sait la célèbre participation de Mitterrand à une manifestation contre les métèques, par exemple, ce qu'on appelait les métèques. Ce que les milieux de droite appelaient les métèques, c'est-à-dire les étrangers, je crois que c'était en 1934. Bref, c'est dans cette sociabilité-là qu'émergeait le jeune Mitterrand. Mitterrand, donc, n'a pas résisté avant 1943, en réalité. Eh bien, Chaban, c'est un peu la même chose. Il a lui-même été fonctionnaire de Vichy entre 1940 et 1942. Mais c'est ensuite un résistant. Un résistant incontestable. Et là, normalement, Chaban-Delmas va réapparaître à l'écran, si je fais bien les choses. Voilà, vous devez le voir normalement. De nouveau, donc Jacques Chaban-Delmas, résistant, officier de la France combattante à partir de 1943. Et puis successivement, il devient véritablement, à partir des années 1900, à la fin des années 1950, un homme d'État. J'ai précisé baron entre guillemets du gaullisme. Qu'est-ce qu'un baron du gaullisme? On a un peu oublié ce que c'était maintenant parce que le gaullisme est pleinement entré dans l'histoire, ce n'est plus dans la politique. Il y a certes des hommes et des formations qui se prétendent gaullistes, ou parfois gauliens, qui affirment avoir une vision de la politique, notamment en termes de politique étrangère, qui est une position gaulienne. Mais enfin, le gaullisme, ce n'est plus un objet politique, maintenant c'est un objet historique, essentiellement. Donc on a un peu oublié ces termes de baron du gaullisme, qui faisaient partie de la sémantique, de la phraséologie gaullienne. Les barons du gaullisme, ce sont tout simplement les hommes qui ont tout à la fois été des résistants aux côtés du général de Gaulle, qui l'ont accompagné après son appel du 18 juin, et puis qui l'ont ensuite accompagné successivement dans ce qu'on appelle la traversée du désert, entre son départ des affaires le 20 janvier 1946 et puis son retour au pouvoir en mai 1958, avec au début de cette période la fondation de ce qu'on appelle le RPF, qui est fondée en 1947, qui est formellement actif jusqu'en 1953, mais dont les belles années sont 1947-1950. Là, les barons du gaullisme sont naturellement actifs, et puis les barons du gaullisme suivent de Gaulle naturellement lors de ces deux mandats entre 1959 et 1965, et son second mandat écourté qui s'achève en avril 1969. Qui sont les barons du gaullisme? Ce sont des hommes comme Pierre Messmer, qui sera Premier ministre, non pas du général de Gaulle, mais de Georges Pompidou à partir de 1972. Des hommes comme Olivier Guichard, qui lui fut ministre du général, ministre du plan, durant le second mandat du général de Gaulle, au mi-temps des années 1960. On doit à Guichard, qui fut député maire de la Baule, la DATAR notamment, qui est cet organisme qui a considérablement modernisé la France en organisant le premier agencement de ce qui allait devenir ensuite les régions administratives. La DATAR, c'est aussi les métropoles d'équilibre à l'époque. C'est une vision de l'aménagement territorial encore très jacobine. On n'est pas du tout dans la décentralisation, qui n'interviendra bien sûr qu'à partir des lois de décentralisation de 1983. Mais c'est un premier aménagement du territoire qui est donc confié à ce ministre de Gaulle qui est Guichard. Autre baron du gaullisme, pourrait-on dire, peut-être, j'en suis pas complètement sûr, mais on pourrait y ranger une personnalité comme André Malraux, qui fut ministre de la Culture du général entre 1959 et, me semble-t-il, 1969.
Et puis, sans être des barons, il y a des personnalités éminentes de cet exercice du pouvoir par Général de Gaulle, que sont, et on y reviendra beaucoup, Georges Pompidou, successivement directeur de cabinet, puis Premier ministre à partir de 1962, désavoué en 1968, et puis président de la République entre 1969 et 1974, également personnalité très importante, Maurice Couve de Murville, dont la longévité au ministère des Affaires étrangères dit beaucoup du rôle que lui accordait, de l'éminence du rôle que lui accordait le général de Gaulle. Toutes ces personnalités font partie des principaux cadres dirigeants, cadres, ce n'est pas exactement le mot, des principales figures de l'appareil d'État du régime gaullien. Voilà. Et il y a, eh bien, parmi ces figures, Jacques Chaban-Delmas, qui n'est pas, contre-intuitivement, on pourrait le penser, il n'est pas ministre sous le général de Gaulle. Il a été ministre avant, sous la 4ème République, il sera ministre après. Quel ministère? Premier ministre entre juin 1969 et 1972, mais il est en fait actif sous Pompidou. Ça ne veut pas dire qu'il soit inactif politiquement sous le général de Gaulle, puisqu'il préside l'Assemblée nationale, mais il n'est pas ministre sous le général de Gaulle. Donc, disais-je, baron du gaullisme, député-maire de Bordeaux. Chaban-Delmas est connu, ce qui est maintenant la Nouvelle-Aquitaine, dans la région de Bordeaux, comme l'inamovible maire de Bordeaux entre 1947 et 1995, sans interruption. Maire pendant 48 années consécutives. Naturellement quelque chose de plutôt rare maintenant, où le turnover, peut-on dire, c'est un terme anglais que je n'aime pas beaucoup, mais je trouve qu'il illustre bien ce qu'on veut dire. Le turnover est beaucoup plus important maintenant. On ne peut pas être maire pendant plusieurs décennies successives, ça devient bien rare. Eh bien, Chaban-Delmas l'a été à partir de 1947 pendant 48 années consécutives. Ça veut dire qu'il a été élu en 1947, réélu en 1953, réélu en 1959, en 1965, en 1971 ou 72, je ne sais plus. En 78, cette année importante pour les élections municipales en France, où la gauche, une gauche qui commence à s'unir, gagne beaucoup de municipalités dans des villes importantes, mais pas à Bordeaux. On voit que c'est un progrès concret de la gauche, et on se dit, c'est en 77 d'ailleurs, je crois, en 78, mais on se dit que la gauche va gagner les élections législatives de 1978 justement. Et en fait non, elle n'y parvient pas. Mais elle augmente de beaucoup son effectif parlementaire. Et Giscard d'Estaing, qui est le président de la République, parle de la possibilité d'une alternance pour la première fois. Et puis pour revenir à Chaban-Delmas, il est donc réélu en 1983, réélu une dernière fois en 1989, et puis que fait-il en 1995? Naturellement, il ne se représente pas parce qu'il a 80 ans. À la fois, il a 80 ans, donc il est âgé. Sa santé physique diminue vraiment dans le début des années 1990. Il est réélu la toute dernière fois à un mandat électif à l'occasion des élections législatives de mars 1993. Facilement, bien sûr, à la fois parce qu'il est Chaban-Delmas, député-maire chez lui, dans son fief électoral, mais aussi parce que, surtout, c'est une année de succès électoral pour les droites. Vous le savez si vous êtes connaisseur de la vie politique de ces 30 dernières années. 1993, c'est cette fameuse deuxième cohabitation, parce qu'il y en aura une ensuite en 1997.
C'est le retour aux affaires des droites avec Édouard Balladur comme Premier ministre, Jacques Chirac comme président du RPR, et on sait les dissensions qu'il y aura ensuite lors de l'élection présidentielle dans les 2 années qui viennent, donc Chaban-Delmas est facilement réélu naturellement. Dans ce cartel qui s'appelle à l'époque l'Union pour la France, UPF, cartel entre le Rassemblement pour la République, RPR, et l'Union pour la démocratie française, UDF. Chaban-Delmas, naturellement, en tant que gaulliste, est membre du RPR de Chirac. Même si, et j'y reviendrai, les relations entre les deux hommes ont été, au long cours, assez difficiles. Donc Jacques Chaban-Delmas a été réélu une toute dernière fois en 1993, mais en 1995, au municipal, naturellement, il passe la main, trop âgé. Et puis il a surtout un successeur en la personne du nouveau Premier ministre, nommé en mai 1995, Alain Juppé. Les élections municipales ont lieu cette année, de manière symbolique, le 18 juin, date ô combien importante pour les gaullistes, 1995. Donc en juin 1995, il n'est plus maire et il perd son mandat de député en juin 1997, puisque à l'issue de la dissolution prononcée le 21 avril 1997, il ne se représente pas. C'est donc la fin de sa carrière politique. Député maire de Bordeaux, donc cadre dirigeant successif du RPF, dont je vous ai parlé en introduction, de l'UNR, qui est ce deuxième parti, qui est ce parti gaulliste qui succède indirectement au RPF, puisque le RPF, de Gaulle, qui est un politique, mais qui n'est pas un politicien, j'insiste sur la nuance, se désintéresse du RPF à partir de 1953. Je crois que le parti doit vivoter jusque vers 1955, que son groupe parlementaire se scinde plus ou moins. Il y a quelque chose qui doit s'appeler les Républicains sociaux, RS. L'UNR ne succède pas directement au RPF. Il y a aussi d'ailleurs à l'époque un petit parti gaulliste de gauche que l'on appelle l'Union démocratique du travail, me semble-t-il, ou pour le travail, je crois que c'est l'Union démocratique du travail, UDT, qui est moins connu, mais qui témoigne tout de même d'une réelle existence d'un gaullisme ancré à gauche, avec de fortes préoccupations sociales, naturellement. Ce n'est pas un gaullisme libéral. Au demeurant, il n'y a pas beaucoup de gaullistes libéraux. Les libéraux sont plutôt ailleurs. Ils sont chez ce qu'on appellera à partir de 1962 les républicains indépendants, autour d'Antoine Pinet et de Valéry Giscard d'Estaing, qui deviendra Fédération nationale des républicains indépendants, FNRI, à partir de 1966. Mais il y a un gaullisme de gauche avec des figures comme René Capitan. Je ne sais pas bien si Malraux en était membre d'ailleurs. Peut-être, connaissant Malraux, peut-être son indépendance d'esprit, peut-être n'était-il pas... peut-être n'était-il membre d'aucun parti, ce serait assez logique. Il faudrait que je vérifie ça. Mais enfin, il y avait à l'UDT René Capitan. J'ai dit à l'instant que l'UDT était très porté sur la question sociale. Il y avait aussi, parmi les thématiques chères de l'UDT, la question de ce qu'on appelait la participation à l'époque. La participation des ouvriers au capital de leur entreprise. Une manière pour les gaullistes de gauche de conjurer la propagande communiste qui dissociait naturellement patronat et classe ouvrière, avec la doctrine de la lutte des classes. Eh bien, par la participation, les gaullistes ont tenté de proposer un contre-modèle. C'était intéressant intellectuellement, pas vraiment praticable politiquement sans doute. Et puis, même si le général était intéressé, je pense, sincèrement intéressé par la participation, et que Capitan était un homme sérieux, puisqu'il est co-rédacteur de la Constitution de 1958 tout de même, donc il avait l'estime du général. Vous savez, au sein du mouvement gaulliste, il n'y avait pas unanimité autour de cette question de la participation.
Et Pompidou, sur lequel on reviendra beaucoup, n'était pas très porté sur cette idée en réalité, qui jugeait trop d'avant-garde. On verra au cœur de l'émission comment Pompidou certes continuateur du général de Gaulle, certes avec une vision plus moderne de l'action publique, mais tout de même un conservateur et qui, sur la question de la participation comme sur d'autres questions, on le verra avec le fameux discours dit de la nouvelle société en septembre 1969, qui proposait une forme de libéralisation du régime. Pompidou n'était pas un homme à l'avant-garde, pas aussi à l'avant-garde que pouvait l'être son premier ministre de l'époque, Chaban-Delmas. Donc, Chaban-Delmas, cadre du RPF, de l'UNR, de l'UDR à partir de 1968, c'est la nouvelle appellation du parti gaulliste. Il me semble qu'il y a une sorte d'appellation intermédiaire, je crois à partir de 1967, qui doit être UDR 5e. UDR, c'est donc Union pour la démocratie et la République, à partir de 1967-1968. Et puis en 1976, tout cela est modernisé, pris en main par Jacques Chirac, le nouvel homme fort des droites françaises, et devient le Rassemblement pour la République, RPR, qui aura une grande longévité au sein de l'histoire des mouvements gaullistes, puisque le mouvement durera 26 ans, pour ne s'éteindre qu'en 2002 avec sa refonte dans l'UMP, et sa fusion partielle avec les libéraux, une partie des libéraux en tout cas, ce qu'on appelle démocratie libérale autour d'Alain Madelin. Enfin, le RPR 1976-2002, c'est tout de même 26 ans de durée, ce qui est assez inhabituel au sein des mouvements gaullistes, puisqu'ils ont plutôt l'habitude de durer une dizaine d'années, vous l'avez vu. Chaban-Delmas est donc successivement cadre du RPF, qui n'est pas tout à fait le premier mouvement gaulliste, puisqu'il y a, à partir de, je crois que c'est 1945-1946, un éphémère mouvement gaulliste qui n'a pas d'ailleurs l'assentiment du général, l'Union gaulliste. On considère que le RPF est vraiment le premier mouvement sérieux gaulliste. Chaban-Delmas sera successivement membre et cadre dirigeant du RPF, de l'UNR, de l'UDR et du RPR. Ça ne veut pas dire qu'il aura des fonctions de premier plan dans ces formations successives. Il était au Parti radical à la fin des années 1940. Je crois me rappeler qu'il avait une sorte de double appartenance simultanée RPF-Parti radical. Ce qui dit beaucoup sur la porosité des étiquettes politiques de l'époque. On n'envisagerait pas ça maintenant. Et puis, surtout, s'agissant du RPR, naturellement, l'homme fort, ce n'est pas du tout Chaban-Delmas, c'est Chirac, président fondateur du RPR, l'homme fort des droites. Chirac qui a considérablement marginalisé Chaban à partir de 1974. On y reviendra lorsque l'on s'intéressera à l'élection présidentielle de 1974. Très importante élection qui en dit beaucoup, à la fois de l'avenir du gaullisme, de la mutation des droites post-gaulliennes, et puis aussi de l'unification de la gauche française autour de la figure de François Mitterrand, puisque François Mitterrand est pratiquement élu président de la République cette année-là. Il gagnera, vous le savez finalement, en mai 1981. Voilà donc qui est Chaban-Delmas, une fiche d'identité sommaire. La photographie que vous voyez à l'écran, c'est donc Chaban-Delmas vers 1971. Je l'ai trouvé sur le portail internet du gouvernement. Donc l'année n'est pas précisée, mais on y voit quand même que c'est Chaban-Delmas Premier ministre. Donc censément, c'est vers 1971. C'est une photographie de l'agence France Presse AFP. On voit que Chaban-Delmas, qui doit avoir alors à peu près 56 ans, est un homme jeune qui a l'air avenant. Enfin, ça ne se voit pas sur un visage, mais on peut se dire qu'il est avenant, affable, et on verra que
Chez Chaban-Delmas, le fond, notamment le fond politique qui sera celui de la nouvelle société, importe autant que la forme, et qu'il mettra en avant dans les médias l'image d'un président qui a une vie de famille, qui est quelqu'un de sportif, qui est un président qui joue au tennis, qui joue je ne sais plus si c'est le football ou le rugby, avec le club de Bègle, qui n'est pas du tout dans la sociologie du Premier ministre, puisque c'est un club du prolétariat en gros. Chaban-Delmas, c'est tout à la fois l'homme d'État et l'élu local. Il mettra beaucoup en avant ses réalisations pour Bordeaux et combien il est, quand il est candidat aux élections municipales, combien il est un candidat de rassemblement qui dépasse très largement les étiquettes partisanes, qui dépasse très largement la caricature d'un homme de droite, puisqu'il a sur ses listes des socialistes dissidents, des hommes du centre, etc. On verra que chez Chaban, la forme importe beaucoup. Pour évoquer ces mémoires de Chaban, que je vais vous mettre à l'écran, vous voyez la couverture. Cette couverture, c'est tout simplement Chaban sur son banc à l'Assemblée nationale. Chaban-Delmas à l'Assemblée nationale. Sur son banc de l'Assemblée, quand je ne sais pas bien, je dirais dans les années 1980 a priori. Donc quand il est président de l'Assemblée, Chaban-Delmas a été président 3 fois de l'Assemblée nationale durant la cohabitation de 1986-1988, mais il a également été président de l'Assemblée nationale entre 1958 et 1969. C'est finalement là qu'il a été président le plus longtemps. Sous le général de Gaulle, tout simplement, ce qui explique qu'il n'est pas ministre sous cette période. Et puis une deuxième fois entre 1978 et 1981. Donc sous Giscard d'Estaing, ce qui témoigne tout de même de l'importance du vote RPR, du vote gaulliste aux élections législatives de 1978. Sans quoi il n'aurait pas été président de l'Assemblée nationale, naturellement, puisque membre du RPR. Donc c'est un signe de l'insuccès relatif des candidats giscardiens aux élections législatives de 1978. Cette deuxième présidence de l'Assemblée nationale pour Jacques Chaban-Delmas. Mémoire pour demain, paru chez Flammarion en 1997. Quelques autres précisions biographiques sur Jacques Chaban-Delmas, la synthèse de ses fonctions et de ses mandats électifs. J'ai dit qu'il était député-maire de Bordeaux, sans trop m'attarder sur son mandat de député, qui lui n'est pas acquis en 1947, mais aux élections législatives de 1946, et qui durera encore plus longtemps que son mandat de maire, puisqu'il s'achèvera en 1997. J'ai expliqué à l'introduction que Jacques Chaban-Delmas ne se représentait pas naturellement aux élections, ces élections qui verront le triomphe de la gauche plurielle en 1997. Mais donc, sa carrière parlementaire dure, si je compte bien, 51 ans. Imaginez-vous, c'est parlementaire pendant 51 ans sur une vie de 75 ans. Sur une vie de 85 ans. Brève expérience ministérielle sous la 4e République, on pourrait se dire contre-intuitivement pour un gaulliste. Oui, on sait que les gaullistes, naturellement, n'étaient pas aux affaires, par définition, sous la 4e République, puisqu'ils étaient dans l'opposition à la section française de l'Internationale ouvrière, à CFIO, donc le Parti socialiste de l'époque, à ce qu'on appelait le mouvement républicain populaire, MRP, qui était une droite non gaulliste et pas complètement calquée sur les libéraux, qui était une droite plutôt démocrate chrétienne, autour de figures comme René Flimin notamment. Les gaullistes n'étaient pas au pouvoir. Le Parti communiste, naturellement, n'était pas, ou plus exactement plus au pouvoir à partir de 1947, à partir du début de la guerre froide en gros.
puisqu'il l'était entre 1945 et 1947, pour rappel. Donc les gaullistes étaient dans l'opposition. Pourquoi un homme comme Chaban-Delmas a-t-il pu être ministre de la 4ème République? Et là, je lis mon papier parce que je ne sais pas par cœur, et que vous savez la brièveté des expériences ministérielles, des mandats ministériels, et sous cette République instable. Chaban-Delmas a donc été successivement ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme de juin à août 1954. Là, c'était sous le gouvernement de Pierre Mendès France. Puis ministre du Logement et de la Reconstruction de septembre à novembre 1954. Ministre de la Reconstruction, hein, j'insiste, plus de 10 années après, naturellement, la guerre. C'est dire si la reconstruction a pris du temps. La reconstruction de la France a pris du temps. Puis ministre d'État sous le gouvernement de Guy Mollet entre 1956 et 1957 et ministre de la Défense nationale et des Forces armées du gouvernement de Félix Gaillard entre 1957 et 1958. Comment un gaulliste a-t-il pu être ministre sous un gouvernement sous des gouvernements de la 4ème République où censément il aurait dû être dans l'opposition parlementaire? Eh bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, Chaban-Delmas naviguait dans ses premières années entre radicalisme, le radicalisme du Parti radical républicain et radical socialiste, PRRS, et puis le gaullisme du RPF, qui était moribond à partir du milieu des années 1950. Il naviguait entre ces deux familles politiques. Le premier Chaban. Donc ça explique que sa curieuse participation ministérielle de 1954 à 1958. Après quoi, Chaban est donc président de l'Assemblée nationale, donc on ne le retrouve pas dans un ministère, et puis c'est un peu c'est même tout court, l'apex de l'apogée de sa carrière politique, Premier ministre. Jacques Chaban-Delmas est Premier ministre de Georges Pompidou à partir de son élection en juin 1969 jusqu'en 1972, jusqu'à la rupture entre les deux hommes sur des motifs de divergence d'appréciation de l'action politique à mener. Il sera remplacé par Pierre Messmer, un baron du gaullisme. Georges Pompidou, dont Chaban a été le Premier ministre, c'est cet homme que vous voyez apparaître à l'écran et dont il a été beaucoup question dans les médias ces dernières semaines, puisque c'était au début du mois d'avril, le 4 avril dernier, le 50e anniversaire de sa mort. Georges Pompidou a été élu en 1969, donc, normalement, le terme de son mandat, qui naturellement n'était pas un quinquennat à l'époque, mais un septennat, aurait dû intervenir en 1976. Or, vous voyez qu'il est décédé, et les médias l'ont suffisamment rappelé, en 1974. Il est décédé d'une maladie qui, je crois, s'appelle la maladie de Waldenstrom, qui a abouti sur une septicémie au printemps 1974. À partir de 1973, les Français le voyaient moribond et se doutaient bien que le président était malade et qu'il y aurait potentiellement soit une démission, soit un décès. Et bien, le décès est intervenu au tout début du mois d'avril 1974. Jacques Chaban-Delmas était donc Premier ministre de Georges Pompidou, qui était professeur de lettres, bien sûr, dans ses premières années, professeur de latin, de français, agrégé, mais qui a surtout été dans le sillage du général de Gaulle, dans l'immédiate après-guerre, en haut fonctionnaire, et puis rapidement membre du cabinet du général de Gaulle, à la fois durant la période de la traversée du désert, et puis à partir de 1958, quand le général revient aux affaires. Il est véritablement l'homme sûr du général, tant et si bien qu'il devient, en 1962, à la suite de Michel Debré, à la surprise générale, puisque c'est un inconnu des Français à l'époque, Premier ministre. Et ce ministère durera, enfin ces ministères successifs, dureront 6 ans, jusqu'en 1968. Pompidou est désavoué en 1968, après
après mai 68. Il y a des élections en juin 1968, donc il est désavoué après ces législatives qui aboutissent à un raz-de-marée gaulliste. Il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville. En avril 1969, il y a ce double référendum à la fois sur la régionalisation et la réforme du Sénat, qui est perdu par le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle avait indiqué préalablement dans une intervention radio-télédiffusée que si les référendums échouaient, il cesserait naturellement d'exercer ses fonctions, c'est une parole qu'il tient. D'ailleurs, ces deux référendums échouent en partie du fait de la pointe des voix giscardiennes qui, contre-intuitivement, ne sont pas chaudes pour la régionalisation, alors qu'on pourrait plutôt penser que par girondinisme, elles sont favorables à la décentralisation. Mais Giscard d'Estaing voit bien qu'il y a là le moyen de mettre un terme en fait au mandat de Gaulle et puis de pouvoir aboutir à une nouvelle offre politique à droite. Donc les giscardiens votent, je crois que c'est un 8 mai à l'époque, qui fait que beaucoup de giscardiens votent contre, et ça aboutit à la chute du général de Gaulle. Donc, nous sommes là en avril 1969. Auparavant, il y a, je crois que c'est en janvier 1969, une importante déclaration de Pompidou depuis Rome, dans laquelle il se positionne comme héritier putatif du général de Gaulle, lorsque le mandat de celui-ci est censé se terminer, c'est-à-dire en décembre 1972. Puisque les dernières élections présidentielles, et d'ailleurs première de la Ve République au suffrage universel direct, se sont tenues en décembre 1965. C'est un septennat, donc c'est censé, le mandat de Gaulle est censé durer jusqu'en 1972. Donc en janvier 1970, Pompidou fait cette déclaration qui irrite beaucoup l'entourage du général, qui se positionne comme un héritier putatif du général. Démission du général de Gaulle, donc, fin avril 1969. Il y a de nouvelles élections, avec deux candidats principaux que sont Georges Pompidou et Alain Poher, président du Sénat, qui est plus un homme de centre droit. Je crois me souvenir que cela se termine par quelque chose comme 54% des... 55% plutôt des voix pour Georges Pompidou et à peu près 45% pour Poher. Au premier tour, Poher doit accuser quelque chose comme 15 points de retard. Il n'y a pas d'alternative à gauche dans ces élections de 1969, autre que, et c'est tout de même à souligner, Jacques Duclos, qui est candidat pour le Parti communiste à l'époque et qui fait 21% des suffrages exprimés. Ce qui n'est pas le record du Parti communiste, puisque ce record est de 28% aux élections, je crois, de 1946, mais tout de même 21% des suffrages exprimés à l'élection présidentielle. Pour la gauche radicale, en gros, ce sera du jamais vu jusqu'en 2022 avec le score identique, à peu près identique, à un point près de Jean-Luc Mélenchon qui fait à peu près 22% des suffrages exprimés. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel de la gauche. Et je dirais que ce n'est pas le cœur de la gauche, le centre-gauche, on va dire, la gauche de ce qui est encore à l'époque la SFIO qui commence à devenir le Parti socialiste. Le Parti socialiste est alors représenté par un curieux tandem, puisque ce n'est pas l'habitude dans la politique française de faire des tickets, ça c'est plutôt une habitude de la politique américaine. On a le candidat à la présidence et le candidat à la vice-présidence. Et bien ces élections présidentielles de 1969, il y a ce curieux tandem avec Gaston Defferre, maire de Marseille, en candidat, et puis on nous annonce Pierre Mendès France comme Premier ministre putatif. Eh bien ce tandem fait 5,5%. Ce sera le pire score d'un parti socialiste en élection présidentielle, jusqu'à l'élection présidentielle de 2022, où, 2022,
où, vous le savez, Anne Hidalgo, qui est donc la candidate du Parti Socialiste, recueille à peu près, je crois, 1,8% des suffrages exprimés. Alors que la SFIO, enfin là, non, pour être précis, la fédération, la FGDS, Fédération des, je crois que c'était de la gauche démocrate et socialiste, en gros le cartel des gauches autour de François Mitterrand, mais aussi avec le soutien actif du Parti communiste et du Parti radical, en 1965, avait mis en ballottage le général de Gaulle. C'était qualifié au second tour et avait mis en ballottage le général de Gaulle. C'était impensable, en terminant avec quelque chose comme 45% des suffrages exprimés, je crois. Et là, la gauche socialiste tombe à moins de 6% des voix. Il faut dire, pour être complet, qu'elle est concurrencée par la candidature de Michel Rocard, qui n'est pas alors au Parti Socialiste, mais qui représente le Parti Socialiste unifié. En gros, la deuxième gauche, anti-autoritaire, plutôt, pas forcément girondine, mais en tout cas anti-jacobine, qui conteste la politique algérienne de la SFIO. C'est sur ces fondements-là que le Parti Socialiste, le PSU, s'est créé. D'abord sous le nom de Parti Socialiste Autonome, PSA, en 1960, autour de Depreux, Édouard Depreux, me semble-t-il. Bref, cette candidature PSU de Rocard recueille 3,3% des suffrages exprimés, c'est-à-dire que non seulement la candidature de Fer a fait peu de voix, mais en fait, elle est concurrencée à sa gauche par une jeune figure de la gauche qui monte, on ne le verra pas dans cette émission, mais qui est une figure alternative de la gauche, pas dans les années 1960. Il est trop jeune, Rocard a une trentaine d'années à l'époque, puisqu'il est né en 1930. Mais ce sera une gauche alternative dans les fin des années 1970, et surtout dans les années 1980. Alternative possible à la fois au communisme déclinant et surtout au mitterrandisme. Bref, pour revenir à ces élections présidentielles de 1969, c'est donc la confrontation au second tour entre Pompidou et Poher. Pompidou remporte donc l'élection présidentielle de 1969 et il devient le nouveau président de la République. Il représente son parti naturellement, c'est l'UDR dont j'ai déjà parlé. Sur la photo que vous voyez, c'est Pompidou en conférence de presse présidentielle au Palais de l'Élysée. La conférence de presse fin 1970, c'est une photographie de l'agence France Presse, United Press International, qui est une UPI, qui est une agence de presse américaine qui était alors influente et qui a depuis décliné. Je ne connais pas bien les raisons, mais c'est une agence qui existe encore, mais qui n'est plus une des principales agences de presse désormais. C'est plutôt au niveau des agences américaines, c'est plutôt Associated Press, AP, qui l'a remplacé. Jacques Chaban-Delmas donc est le premier ministre de cet homme, Georges Pompidou, deuxième président de la Ve République. Chaban-Delmas est donc Premier ministre pendant 3 ans et il se fait connaître du grand public véritablement avec son fameux discours de la nouvelle société en septembre 1969. Ce discours de la nouvelle société, c'est un discours de politique générale qui est donc fait devant la représentation parlementaire, devant l'Assemblée nationale, à la fin de l'été 1969, dans lequel il expose sa vision personnelle à la fois de la société française telle qu'elle devrait être et puis de l'action publique. Discours qui s'inspire en partie des préconisations de cette deuxième gauche dont j'ai parlé il y a quelques minutes, qui est anti-autoritaire, qui veut de la décentralisation, de la déconcentration, la décentralisation. Une gauche qui est aussi à sa manière dans la participation, qui n'est ni dans la lutte des classes, ni dans une vision du patronat qui serait un patronat tout puissant. Une gauche qui
préconise un dialogue beaucoup plus poussé avec les corps intermédiaires, avec les syndicats. Et quels syndicats en particulier? Les syndicats plutôt réformistes, comme la CFDT, la CFTC. De manière révélatrice, Jacques Chaban-Delmas travaillera dans son cabinet ministériel lorsqu'il est Premier ministre avec deux figures qui ne sont aucunement des figures du gaullisme, ni même des droites, que sont, j'ai la première en tête, je ne sais plus la deuxième, mais la première c'est Jacques Delors, qui n'est pas encore membre du Parti Socialiste, mais qui sera, vous le savez, figure du Parti Socialiste, plutôt deuxième gauche, et président de la Commission européenne, naturellement, dans les années, je crois, entre 1985 et 1995. Plutôt un homme de centre-gauche, pas du tout un homme de gauche radicale, mais enfin, ça montre la capacité d'ouverture d'esprit de Chaban-Delmas, qui est capable de travailler dans son cabinet avec une figure qui n'est ni une figure du gaullisme, ni un homme de droite. Tout cela, en tout cas, nourrit intellectuellement et politiquement la réflexion qui aboutira en septembre 1969 au discours sur la nouvelle société, qui préconise, encore une fois, le dialogue avec les corps intermédiaires, le dialogue avec les syndicats réformistes, la déconcentration, la décentralisation, à la suite du référendum échoué d'avril 1969 sur la régionalisation, pour rappel. Donc, tout cela annonce les lois de fer de 1983. Enfin, en tout cas, les lois de fer s'inspireront en partie de ce discours. Le discours sur la nouvelle société inclut aussi des réflexions sur la libéralisation de ce qui est alors l'ORTF, cette télévision et cette radio d'État qui est en fait la voix du pouvoir gaullien. Il y a à l'époque deux chaînes, la première et la deuxième chaîne, et il n'y a rien d'autre. Il y a certes des antennes privées comme Radio-Télévision Luxembourg, RTL, ou Radio Monte-Carlo, ce qui deviendra RMC, mais enfin, ce sont des radios qui sont précisément émettent depuis l'étranger. Parce qu'il est impossible qu'existe à l'époque une télévision et une radiophonie privée. Ça n'existe pas. Eh bien, Chaban-Delmas esquisse ce que sera à partir de 1974, là ça va intervenir très vite, beaucoup plus que la décentralisation, la libéralisation de l'audiovisuel français. La création de nouvelles chaînes de radio et de télévision, la moindre tutelle de l'État qui progressivement laisse émerger un audiovisuel privé. Et donc par conséquent, eh bien, tout cela permet l'émergence à la télévision, l'apparition à la télévision, à la radio de figures qui sont inconnues des Français, qui représentent la société civile, qui représentent les forces de gauche. Ce ne sera pas pour rien, naturellement, à la fois dans la poussée des gauches aux élections législatives de 1978, puis leur victoire finale, 3 ans plus tard, à l'élection présidentielle et l'élection de Mitterrand. Ça ne sera pas pour rien, naturellement, cette libéralisation des médias français qui est opérante dès 1974, mais qui est contenue en germe dans le discours sur la nouvelle société 5 ans plus tôt. Ça ne sera pas pour rien dans toute cette évolution du climat mental de l'époque. Voilà ce qu'est le discours sur la nouvelle société. Un discours qui se place à l'échelle des individus, qui ne considèrent plus la politique comme s'adressant à des masses qui seraient comme ça, qui convergeraient dans une forme de sentiment unanimiste vers un homme providentiel qui était le général de Gaulle. Voilà, c'est une tentative de replacer la politique à l'échelle individuelle et humaine. Et ça ne plaît pas du tout à Pompidou qui, certes, a cette image d'homme de l'avant-garde. On pense à son intérêt pour l'art contemporain, ce qui donnera le musée Georges Pompidou. On pense à son côté homme du peuple,
lui qui est un homme du Cantal, natif de Montboudif, donc qui est vraiment un homme de la province. On a cette image-là de Pompidou, mais Pompidou en réalité est certes le continuateur de De Gaulle, c'est un peu le gaullisme sans De Gaulle, c'est certes un modernisateur, ce seront les années du plan Mesmer, de la transition électronucléaire à partir de 1972, donc des époques de grande modernisation technique, que ces années Pompidou, premiers travaux sur le Concorde qui sera opérationnel à partir de 1976, travaux préparatoires du plan calcul, début de réflexion sur le Minitel, sur le train à grande vitesse, TGV. Donc ça, ça montre vraiment l'époque de modernisation technique. Mais à côté de ça, Pompidou, sur le plan sociétal, dirons-nous actuellement, le mot n'existe pas naturellement à l'époque, sur le plan sur la question de l'évolution de la société, les questions de mœurs, demeure un conservateur. Peut-être pas autant que De Gaulle, je ne vais pas émettre de jugement de valeur, puis ce serait difficile de jauger, mais enfin on reste vraiment sur le schéma gaullien d'un homme qui est d'une société française où les individus sont enserrés dans des quantités de structures et de schémas collectifs, où l'individu n'existe pas encore tellement. Et cependant, la société de consommation, qui est forcément se développe à plein dans ces années, qui sont la fin des 30 glorieuses, et bien naturellement contribue au changement des consciences. Ce sont les années naturellement de la libération sexuelle, de la mixité scolaire, les années naturellement post-68, donc on ne peut plus tout à fait faire comme si des changements n'avaient pas lieu au sommet du pouvoir. Et cependant, il y a un décalage entre les aspirations populaires non seulement de la jeunesse et des femmes qui entrent en politique, mais plus largement des classes moyennes urbaines, pourrait-on dire, pour simplifier. Il y a un décalage entre les aspirations des classes moyennes urbaines, des femmes, de la jeunesse, et puis ce que peut ou ce que souhaite, plus exactement, proposer le pouvoir. Et donc le discours pour la nouvelle société, ça ne plaît pas à Pompidou. Pour être complet, ça ne plaît pas aussi à Pompidou parce que Chaban aurait, d'après une sorte de légende, pratiquement omis de transmettre son discours préalablement au chef de l'État. Il l'aurait transmis bien en retard. Enfin, il y aurait eu une maladresse ou une volonté, on ne sait pas bien, de passer outre. Et ça, naturellement, ça n'a pas plu au chef de l'État. Mais ça, c'est plus du domaine de l'anecdote. C'est plus du domaine de la forme. Mais le fond ne plaît pas du tout à la fois à Pompidou et puis aux gaullistes traditionnels, au Mesmer, au Guichard, Couve de Murville, qui sont dans une acception stricte, assez droitière, pourrait-on dire, du gaullisme. Ces envolées lyriques sur la décentralisation, sur l'émergence de la société civile, sur la libéralisation des médias, sur l'implication de syndicats réformistes dans l'action publique, sur la concertation avec les corps intermédiaires, ça ne colle pas du tout avec ce que veulent faire les gaullistes. Et donc, il y a une forme de désaveu du discours de Pompidou, du discours de Chaban-Delmas, qui à la fois est incompris sur le moment et qui sera perçu rétrospectivement comme d'avant-garde. Même si on le verra, lorsque l'on abordera dans quelques minutes l'élection présidentielle de 1974, ce n'est pas finalement Chaban-Delmas qui recueillera les fruits de cette réflexion et de ce discours sur la nouvelle société, paradoxalement. C'est l'échec politique de Chaban-Delmas, dont je vous ai expliqué en début d'émission qu'il vit jusqu'en 2000 et qu'il sort de la politique en 1997, mais dont la vraie apogée de la carrière politique se situe paradoxalement, on expliquera pourquoi, en 1974. En 1974, sa carrière est finie et le temps
est à une mutation des droites autour de Giscard d'Estaing. Alors, qu'est-ce qui conduit à ça? Ce grand changement de 1974. Bon, déjà, Chaban-Delmas fait son discours sur la nouvelle société en 1969. Il est désavoué, mais il n'est pas pour autant démissionnaire ou démis de ses fonctions. Il reste encore en poste pendant 2 ans et demi, jusqu'en 1972, où il est remplacé par Pierre Messmer. Vient la maladie de Pompidou, qui est apparente aux yeux des Français, comme je l'ai expliqué, vers 1973. Il y a ce sommet, je ne sais pas si c'est un sommet, je dirais plutôt que ce sont des discussions franco-soviétiques très connues. Je pense que c'est fin 1973, entre donc Pompidou et puis le chef de l'État soviétique de l'époque, Léonid Brejnev, qui est donc premier secrétaire de l'Union soviétique entre 1964 et 1982, succédant à Nikita Khrouchtchev. On y voit un Pompidou considérablement affaibli, au visage gonflé par la cortisone, et on se dit bien qu'il est sous traitement pour quelque chose de grave. Donc les Français anticipent qu'il y aura, bien avant 1976 sans doute, des élections anticipées, au mieux une démission du président, au pire son décès. Eh bien ce décès arrive en avril 1974. Dans les jours qui précèdent le décès, Georges Pompidou nomme au ministère de l'Intérieur Jacques Chirac. Et ça aura son importance. Parce que naturellement, en France, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère c'est le ministère de l'Ordre, mais c'est aussi le ministère des élections. On verra l'importance que ça aura dans les semaines qui suivent. Donc Chirac est à l'intérieur, Pompidou est décédé, et s'ouvre donc une campagne présidentielle anticipée, au début de laquelle Chaban-Delmas a la maladresse de se déclarer trop tôt. Je crois que les obsèques de Pompidou n'ont pas encore eu lieu, ou alors c'est juste le lendemain que Pompidou se déclare officiellement, ce qui est perçu même par son camp, même par les gaullistes, comme prématuré, discourtois, etc. Et surtout, Jacques Chaban-Delmas n'est pas le candidat unique du centre droit, pour parler le plus largement possible des droites, mais du centre droit. Il a la concurrence du vainqueur, de Valéry Giscard d'Estaing, qui normalement apparaît à l'écran. Qui est Valéry Giscard d'Estaing? Haut fonctionnaire, bien sûr, comme l'était son père. Le père de Giscard d'Estaing était, ça se sait peu, haut fonctionnaire notamment sous Vichy. Pas été dans la résistance pour le coup. Alors que le fils, Valéry Giscard d'Estaing, sans être résistant, a été soldat à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fin 1944, je n'en suis pas bien sûr, mais début 1945, c'est certain. Soldat donc en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne. Très jeune, hein, il a alors 18 ans, puisque vous le voyez, il est né en 1926. Giscard d'Estaing, on en a parlé. On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, il y a 4 ans encore, il y a moins de 4 ans, puisqu'il est décédé assez récemment, le 2 décembre 2020. Giscard, c'est donc un homme d'État qui sera fondateur des Républicains indépendants. J'en ai brièvement parlé en introduction en 1962. Qu'est-ce que les Républicains indépendants? Eh bien, c'est une formation de centre droit, économiquement libérale. Je pense qu'en politique étrangère, ils sont, je ne dirais pas atlantistes, mais certainement moins sur des positionnements qu'on qualifierait de souverainistes maintenant. Ça n'a pas de sens dans les années 1960. Moins, si vous voulez, moins sur la troisième voie géopolitique que ne pouvait l'être De Gaulle. Je pense qu'ils ne sont pas du tout, sans les qualifier d'atlantistes, ils ne sont pas du tout sur ce logiciel gaullien. Voilà ce que sont les RI qui deviennent donc FNRI, Fédération Nationale des Républicains Indépendants en 1966, petit changement de nom cosmétique. Et puis, quand Giscard sera au pouvoir, il lui faudra un parti complètement loyal, puisqu'il ne peut pas compter, naturellement, il ne peut pas complètement compter sur ce qui est
à l'époque l'UDR, mais l'UDR, je dirais, chiracisé, élu aux élections législatives de 1973. Parce que Giscard est centriste et libéral, et que eh bien, l'UDR est gaulliste. Donc ce sont des alliances de circonstances qui sont courantes, hein, des alliances entre le centre droit et la droite. Mais enfin, leur vision en termes de politique intérieure et de politique étrangère ne sont pas exactement, comment dirais-je, convergentes. On pourrait dire que c'est un peu une alliance entre ce qui était au XIXe siècle les orléanistes et les bonapartistes, avec un peu giscardien dans le rôle de nouveaux orléanistes, et puis les gaullistes qui tiendraient du bonapartisme. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de gaulo-bonapartisme, souvent. Bref, il faut un parti pour Giscard d'Estaing, qui ne peut pas compter entièrement sur sa majorité de 1973, qui est faible. Donc il crée un parti en 1978 qui est l'Union pour la démocratie française, UDF. Il crée d'autant plus ce parti que 2 ans plus tôt, rappelez-vous, en 1976, Chirac crée son propre parti, le RPR. Donc il y a une concurrence entre Giscard d'Estaing et Chirac. Je raconte les choses à l'envers, parce que j'aurais dû avant préciser que Chirac, Premier ministre, démissionne en 1976 et donc se sent quelque peu autonome vis-à-vis des giscardiens. Donc il y a nécessité pour Giscard de créer son propre parti, ce sera l'UDF, qui reprend le message, les hommes et les idées des républicains indépendants. La photographie que vous voyez sur la gauche, c'est Giscard en conférence de presse présidentielle à l'Élysée en 1980, donc vraiment la toute fin de son mandat, les derniers mois du mandat. C'est une photographie de l'AFP. Donc, c'est Giscard le vainqueur des élections, de l'élection présidentielle au singulier de 1974. Ce n'est pas Chaban-Delmas, donc, qui pourtant un bel avenir était promis sans doute. Pour faire un panorama rapide de cette élection présidentielle de 1974, qui se déroule donc, je pense fin avril, début mai 1960, fin avril, mi-mai 1974. Les principaux candidats à cette élection sont, outre Valéry Giscard d'Estaing, vainqueur, François Mitterrand de nouveau, pour ce qui est bien convenu d'appeler à l'époque ce qui est devenu l'union de la gauche. Oui, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais ce qui est une union des gauches en tout cas. Alors, Mitterrand n'a pas été candidat en 1969, mais il l'a été, j'ai précisé, en 1965. Il est de nouveau candidat en 1974. Et de nouveau, il se qualifie au second tour. Mais là, il augmente considérablement son score, puisqu'il fait, je pense au final, à peu près 48% des votes. Il a de nouveau, plus exactement, comme en 1965, le soutien du Parti communiste, qui à l'époque représente encore à peu près 1/5 des voix. Qui n'est plus le Parti communiste de Jacques Duclos, et qui est devenu, entre-temps, le Parti communiste de Georges Marchais, qui est naturellement la figure éminente du Parti communiste français, PCF, dont il est premier secrétaire jusqu'en 1994. À année durant laquelle il est remplacé par Robert Hue. Donc le Parti communiste est puissant à l'époque, mais ils choisissent stratégiquement de soutenir le candidat de ce qu'est devenu, entre-temps, le Parti socialiste, PS, à la suite du congrès d'Épinay-sur-Seine de 1971. Le Parti communiste, à l'époque, est plus puissant que le Parti socialiste. Ne vous figurez pas l'image que nous avons à l'heure actuelle du PCF, qui aux élections nationales fait entre 2 et 3,5% des suffrages exprimés. Je ne parle pas du tout du mélenchonisme, je parle du Parti communiste au sens strict. La candidature d'un Fabien Roussel à l'élection présidentielle de 2022,
le score que vient de faire Léon Desfontaines aux élections européennes. À peu près les scores qu'avait fait à l'élection présidentielle de 2007 Marie-Georges Buffet, c'est-à-dire à peu près 1,9% des voix. Voilà, vous voyez l'étiage actuel du Parti communiste, ça n'est pas du tout ce niveau-là qu'ils ont au mi-temps des années 1970 naturellement. Et ils ne sont pas une force derrière le PS comme pouvait l'être le PCF jusqu'au milieu des années 2010. Maintenant, c'est encore changé puisque le PS est lui-même une force marginale. Ils sont devant le PS. Et donc, il y a un choix tactique de Mitterrand qui est de commencer à s'unir avec eux. Ça donnera le programme commun de la gauche. Il y a la tentation stratégique de Mitterrand de s'allier pour, pense Mitterrand, et c'est ce qui se réalisera, marginaliser le PCF. Alors que le PC fait l'union, bien sûr, pour espérer arriver aux affaires. Mais eux ont l'idée de marginaliser le PS. Et en fait, c'est l'inverse qui se produira. Il n'y a pas encore tout à fait, c'est trop tôt, la dissolution du bloc soviétique. On est bien avant les prodromes de cet effondrement que sont l'invasion de l'Afghanistan en 1979, les grandes grèves au chantier naval de Gdansk, l'émergence d'une figure comme Lech Walesa, et puis bien sûr la venue au pouvoir de Mikhail Gorbatchev en 1985, et puis la grande accélération de ce mouvement d'effondrement de l'Union soviétique des années 1989-1991. On n'en est pas encore là. Mais il y a tout de même, à partir de la seconde partie des années 1970, donc après l'élection dont il est question, une érosion progressive des partis communistes en Europe, de l'Ouest. C'est pas encore patent dans un pays comme l'Italie, par exemple. Le PCI est fort. C'est pas encore tout à fait patent en France où le PCF est fort, mais on verra que les élections législatives de 1978, par exemple, le PC est en net recul. En 1981, il essaye de présenter une candidature indépendante avec Marchais, et quel est le résultat? 15% des votes. C'est déjà un signe. Voilà. Donc, Mitterrand s'allie avec le PC en pensant marginaliser le PC, finalement il y arrive, et le PC pense l'inverse, et eux échouent. Donc vous avez cette grosse, c'est pas très beau, cette importante candidature Mitterrand de 1974, qui coalise sur son nom l'essentiel des gauches ou presque, puisqu'il y a à côté des candidatures marginales de deux extrêmes gauches, trotskistes rivales. Alors c'est marquant, Arlette Laguillet, qui est une jeune candidate de 33 ans, première candidature d'une femme à la présidence de la République en France. C'est quelqu'un qui travaille dans une banque au Lila, qui est dans une position tout à fait modeste, mais qui est une militante chevronnée de la mouvance trotskiste depuis les années 1960. Elle est avant au Parti communiste, puis elle s'est brouillée avec les communistes, dont elle ne partage pas naturellement elle s'est brouillée avec les staliniens, plus exactement, dont elle ne partage pas les côtés autoritaires. Elle ira très très brièvement au PSU, puis ensuite elle est dans... je ne sais pas si elle est exactement fondatrice, mais elle est dans ce qu'on appelle communément lutte ouvrière, mais qui est en fait ce qu'on appelle l'Union trotskiste. Il y a une candidature trotskiste rivale qui est celle d'Alain Krivine, dans le sillage des événements de mai 68, où Krivine est un des principaux leaders étudiants de cette contestation. Mais ce sont des candidatures tout à fait marginales à gauche. Il n'y a pas de candidature du PSU cette fois-ci, parce que, entre-temps, Michel Rocard, cette année 1974, a rallié le Parti socialiste. C'est l'époque où le Parti socialiste est un parti attractif à gauche. Après avoir été longtemps, lorsqu'il était la SFIO, assimilé aux errements de la 4ème République sur la question de la politique algérienne. Parce que Mitterrand était 11 fois ministre sous la 4ème République. La SFIO était associé à une image de parti atlantiste également, ce qu'il était factuellement sous la 4ème République. C'est la période c'est certainement le régime le plus atlantiste de l'histoire de France, et
C'est la période où le PS, la SFIO était le plus ouvertement atlantiste, dans un contexte naturellement de guerre froide, de partie la plus active de la guerre froide. On n'est pas encore au dégel naturellement. C'est la période jusqu'en 1953 de Staline naturellement. Et puis, qui est le Parti socialiste du temps de la SFIO, a mauvaise image. Eh bien, il rajeunit considérablement son image à partir du congrès d'Épinay avec, contre-intuitivement, une figure qui est quand même une figure de la vieille politique. François Mitterrand, qui a à l'époque la cinquantaine bien avancée, qui réussit ce pari de symboliser le renouveau à gauche. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence à la gauche de la candidature Mitterrand. Quelles sont les autres candidatures? Une petite concurrence à droite qui fera tout de même 5% des voix, celle de Jean Foyer, maire de Tours, qui a été ministre sous la fin du mandat de Pompidou, qui est sur des positions très conservatrices, à la fois conservatrices et familialistes, hein, vraiment dans l'exaltation de la famille traditionnelle, bon, ce qui est au demeurant des positions assez classiques dans le champ des droites à l'époque, mais Foyer vraiment pousse ses positions à l'extrême. Il est connu pour avoir été donc la cible de militantes féministes qui, notamment dans un meeting resté célèbre à Toulouse, et ça a été filmé par l'Institut national de l'audiovisuel, INA, vous pouvez retrouver facilement la vidéo, eh bien des militantes féministes s'étaient présentées seins nus à son meeting, avaient fait du chahut, et Foyer était resté imperturbable. Foyer contestait notamment l'essor de la pornographie à l'époque, et puis la libération sexuelle, qu'il jugeait très négativement. Donc vous avez là un candidat très conservateur, qui rassemble tout de même quelques voix, qu'il prend certainement à Chaban d'ailleurs. Vous avez Chaban, sur lequel j'interviens dans quelques minutes, et puis, petite candidature royaliste marginale de Bertrand Renouvin, me semble-t-il, quelque chose comme moins d'1% des voix. Première candidature écologiste autour je pense que c'est un agronome, René Dumont, qui est connu par ce qu'il a expliqué dans son clip de campagne. Non, c'est pas les premiers clips de campagne. C'est le premier clip de campagne en couleur, par contre. Dumont avait expliqué que, en montrant un verre d'eau, que sans doute il n'y allait plus avoir d'eau d'ici quelques décennies. C'est l'époque qui suit immédiatement ce qu'on appelle le rapport Meadows de 1971, ce rapport du Club de Rome, où il y a un travail prospectif sur la fin des ressources fossiles, des énergies fossiles, sur la grande crainte de l'époque qui est celle de la surpopulation. Pour ceux qui sont amateurs de cinéma de science-fiction, de dystopie, c'est l'époque d'un film en 1960, je crois que c'est 1972, d'un film comme Soleil Vert, qui exploite à fond ce thème de la surpopulation. Ces thèmes-là commencent à émerger. La surpopulation, émergence démographique et bientôt politique de ce qu'on appelle alors le tiers-monde, qu'on qualifierait plutôt de monde en développement, de pays en développement maintenant. Réflexion d'ensemble sur la raréfaction des ressources naturelles, réflexion d'ensemble sur la pertinence de l'agroproductivisme, de l'extractivisme, etc. etc. René Dumont symbolise un peu ces premières réflexions de la première écologie politique française, qui n'est pas encore complètement à gauche à l'époque. C'est plutôt une écologie transcourant qui se qualifierait ni droite ni gauche. Elle n'est d'ailleurs pas alliée, elle n'est pas spécialement proche du Parti socialiste. Ça, c'est des choses qui interviendront beaucoup plus tard, au début fin des années 1980, et surtout plutôt les années 1990. Et puis, dernière candidature, importante rétrospectivement, même si le score est marginal, puisqu'il est de 0,7%, c'est celle de Jean-Marie Le Pen. Première candidature du Front National, fondé quelques mois auparavant, puisqu'il est fondé le 5 octobre 1972 à la salle des horticulteurs, c'est là que se tient son congrès fondateur. Jean-Marie Le Pen et cet ancien député
élu sous étiquette poujadiste aux élections législatives de 1956, plus ou moins réélu dans la mouvance du Centre national des indépendants et paysans, Centre national des indépendants, pardon, CNI en 1958. Entre-temps, vous le savez sans doute, il fait la guerre d'Algérie, il fait la bataille d'Alger en 1957, donc il quitte son premier mandat et réélu en 1958, non réélu en 1962 dans les circonstances de la vague gaulliste. Et qui donc, depuis une dizaine d'années, est une personnalité extra-parlementaire, mais qui est une personnalité qui essaye d'unifier le nationalisme français après avoir été, en 1965, l'efficace directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vinancourt, candidat à la présidence de la République, qui obtient un peu moins de 6% des votes. Donc Le Pen est une figure respectée parmi les nationalistes français. Il essaye d'unir les différentes chapelles au sein du tout nouveau FN, qui à l'époque n'a qu'un succès d'estime, puisqu'il est de moins de 1% des votes. Il y avait eu auparavant les importantes élections législatives de 1973, où là aussi le FN de l'époque fait un score de l'ordre du demi-point. Ça permet plutôt de compter ses forces, mais c'est un premier jalon pour l'avenir. Voilà les candidatures principales de cette élection présidentielle de 1974. Et que fait Chaban dans cette élection ? Eh bien, à l'issue de cette élection, Chaban est défait et en fait, il n'est même pas qualifié au second tour. Voilà, je remets Chaban à l'écran. En fait, les candidats du second tour sont Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et Chaban échoue à être qualifié au second tour puisqu'il rassemble à peu près 15% des votes à l'issue du premier tour de scrutin. Alors pourquoi cet échec de Chaban-Delmas à l'élection présidentielle de 1974, qui est la partie centrale de ses mémoires, il y revient beaucoup. Eh bien parce que les électeurs de droite se sont massivement portés au premier tour sur Giscard. Les électeurs centristes et libéraux, bien sûr, mais une large fraction de l'électorat gaulliste aussi. Il y a eu une sorte de brouillage, si vous voulez, entre le message lyrique, exalté d'un Chaban en 1969 sur le thème de la nouvelle société, et puis la réalité de ce qu'était le parti gaulliste de l'époque. Il demeurait un parti conservateur, dont les grands barons, Mesmer, Guichard, Couve, etc., Alexandre Sanguinetti, qui était l'homme fort de l'UDR. C'était des gens conservateurs sur le plan des questions de société. Ils étaient les stricts continuateurs du gaullisme du général. Donc il y a ce décalage entre l'appareil UDR et les tentatives de modernisation du discours que sont celles d'un Chaban depuis 1969. Et puis il y a quelque chose d'autre, c'est que Chaban est en fait trahi. Enfin, c'est un jugement de valeur. Mais comment qualifier autrement ? Chaban est bloqué dans sa progression par Chirac. Que fait Chirac à l'issue du décès de Pompidou, lorsque s'ouvre la campagne présidentielle début et mi-avril 1974 ? Chirac, dont Chaban est convaincu qu'il le soutiendra avec l'essentiel de l'appareil de l'UDR. Chirac est alors le dirigeant de l'UDR, depuis 1972, me semble-t-il. Chirac fait ce que l'on appellera l'appel des 43. Qu'est-ce que l'appel des 43 ? C'est une tribune de 43 parlementaires gaullistes qui, dans l'élection présidentielle qui se joue, n'appellent pas à soutenir Chaban, mais appellent à voter dès le premier tour de scrutin pour Giscard. Et ça, naturellement, c'est quelque chose qui nuit considérablement à Chaban, qui aboutit à un transfert massif
dès le premier tour, d'une large partie de l'électorat gaulliste vers le vote Giscard, en considérant que le vote gagnant, c'est le vote Giscard. Ceci d'autant plus, et ça n'est pas non plus à l'avantage de Chaban, qu'il y a la perspective d'une gauche victorieuse, pour la première fois en 1974. On a déjà vu la gauche, pas victorieuse, ce serait bien excessif, mais capable de mettre en ballottage Charles de Gaulle en 1965. D'une gauche qui fait 45% des votes avec Mitterrand. On voit bien les évolutions de la société qui sont celles de l'après-mai 68, dont les droites, comme je l'ai expliqué, en tout cas la partie la plus moderne qui se veut la plus moderne de la droite, comme Chaban et ses partisans, même la droite admet ces évolutions. Et un homme comme Giscard, au centre, admet ces évolutions, on le verra avec son libéralisme avancé. Donc on voit bien que la gauche progresse dans les esprits. Et il y a la perspective que la gauche puisse réellement gagner le scrutin de 1974. Donc il y a, si vous voulez, un double vote utile dès le premier tour. Premièrement, non seulement Chirac influence le vote des gaullistes en faveur de Giscard par son appel des 43. Deuxièmement, il y a la perspective que ce sera un second tour PS droite et que pour gagner, il est mieux d'avoir qualifié au deuxième tour le candidat le plus rassembleur, c'est-à-dire non seulement un candidat qui rassemble à lui l'électorat gaulliste, mais qui aille plus loin, qui soit au centre droit. Ce candidat, ça ne peut pas être Chaban, ça ne peut donc être que Giscard. Et ça, c'est très largement en la défaveur de Chaban. Et ça explique beaucoup son score, qui est à peu près la moitié de celui de Giscard, et son score de 15% et sa non-qualification au second tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est la fin du parcours politique de Chaban. Son parcours politique national, j'entends, enfin on dirait de présidentiable maintenant. Le fait que Chirac soutienne Giscard, eh bien, Giscard lui en sera reconnaissant, puisqu'il fera de Chirac son Premier ministre dès son élection en mai 1974. Voilà le sommet de la carrière politique de Chaban, dont j'ai noté les autres fonctions et mandats. Là, je lis ma feuille, parce que je ne sais pas ça par cœur. Chaban, dont j'expliquais que c'était une grande figure naturellement de la vie politique de l'Aquitaine, et président du conseil régional d'Aquitaine entre 1974 et 1979, et il ne reste pas inactif naturellement. En 1974, les conseils régionaux ne sont pas élus naturellement au suffrage universel. Ça n'interviendra qu'en 1986. Donc, ils sont nommés par le pouvoir, donc on voit que Chaban a quand même bien suffisamment d'appui pour diriger pendant 5 ans un conseil régional sans être élu au suffrage universel. À la même époque, Guichard est président du conseil régional de cette nouvelle région que sont les Pays de la Loire, par exemple. Et puis, Chaban est de nouveau, une seconde fois, président de son conseil régional, cette fois-ci au suffrage universel en 1986. Voilà pour la synthèse. À la fois la synthèse des mandats et fonctions politiques de Chaban, et puis un peu sa vie politique, qui s'achève presque nette par ce coup près giscardien de l'élection présidentielle de 1974, qui n'était pas prévu et qui certainement n'a pas abouti au résultat escompté par Chaban. Et qui reprendra l'héritage de Chaban-Delmas? J'ai expliqué que ça n'était pas Chaban, c'est beaucoup plus Giscard qui lui aussi a cette vision plus libérale de la société. Sauf que du côté de Giscard, ce n'est pas qu'un libéralisme sur le plan, on dirait maintenant, sociétal. C'est aussi un libéral économique, il est plus libéral économiquement aussi que Chaban. Et puis Giscard, c'est l'homme, vous le savez, de cette doctrine qu'il qualifie lui-même de libéralisme avancé à partir de la fin des années 1970. Il veut que les Français des classes moyennes, en gros, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, s'unissent sur un projet majoritaire. Et ce sera à la fois le concept et le titre d'un de ses livres
dans les années 1980, 2 Français sur 3. Il veut qu'en gros, 2 Français sur 3 eh bien, convergent vers une offre politique centriste, c'est beaucoup dire, mais qui fasse fi des anciens clivages partisans que sont ceux de la gauche socialiste et du gaullisme. Et Giscard veut vraiment dépasser ça dans une offre politique qui, en gros, est dépassionnée, dépolitisée. Moindrement politisée qu'avant, en tout cas. Moindrement conflictuelle qu'avant. Qui ne soit ni, bien sûr, dans la lutte des classes, ni dans cette grandeur qui est celle de la geste politique gaullienne. Et ça, c'est un concept comme 2 Français sur 3 de Giscard, qui s'articule avec son libéralisme avancé. Ça ressemble beaucoup à ce qu'aurait été la nouvelle société mise en pratique par un autre, finalement, qui est Giscard, qui est le continuateur indirect de l'œuvre, qui est un continuateur indirect des propositions formulées par Chaban dès 1969. Voilà. Alors pour conclure, et avant d'en venir, je dirais, parce que là j'ai plutôt fait une biographie de Chaban aux extraits qui m'ont marqué dans ce livre, dans ces mémoires de Chaban, quelques photographies que j'ai glanées et qui sont éloquentes, je pense, enfin qui sont, oui, qui disent quel homme était Chaban et quelles idées il avait. Bon, je ne sais pas si ça signifie grand-chose, mais une photo de Chaban avec Kennedy, donc au début des années 1960, vers 1962, quand Chaban était président de l'Assemblée nationale. Oh, ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai trouvé la photo suffisamment symbolique que tout le monde dans le personnel politique français voulait avoir sa photo avec Kennedy. Et Giscard, d'ailleurs, ministre des Finances, aura la sienne en 1962 aussi. Et Kennedy, donc, qui est élu à l'élection présidentielle américaine de 1960 contre Richard Nixon, et qui commence son mandat en janvier 1961. C'est une inspiration pour une partie de la classe politique française de l'époque, pas forcément sur le fond de la politique, qui n'est pas beaucoup transposable à la politique française, mais plus sur la forme. C'est la politique moderne, telle qu'on la conçoit à l'époque. Ça paraît idiot maintenant, enfin ça paraît terriblement commun, mais l'émergence du sourire, par exemple. Avant, les hommes politiques ne sourient pas sur leurs affiches en public. On ne voit pas De Gaulle sourire, comme ça paraît très saugrenu. On voit l'émergence du sourire avec Kennedy, et on voit ça arriver outre-Atlantique. Pensez à la campagne présidentielle en 1965 d'un homme comme Jean Le Canuet, qui est le représentant des centristes. Eh bien, Le Canuet fait sensation en souriant sur son affiche de campagne, en montrant ses dents. C'est du jamais vu. Ça montre une ouverture, enfin, ça montre une normalisation de la politique qui perd en grandeur, enfin, qui perd en majesté, qui essaye de s'établir à l'échelle à la fois des individus et des hommes, à l'échelle individuelle et à l'échelle humaine. Ce faisant, Le Canuet sera brocardé par les commentateurs de l'époque en Kennedyon, une sorte de petit Kennedy. Ça montre l'influence de Kennedy sur une partie de la classe politique française de l'époque. Alors je ne dis pas, je n'ai pas souvenir dans ce que j'ai pu lire que Chaban était particulièrement fasciné par Kennedy, mais enfin la photo est intéressante parce que tout le monde voulait un peu sa photo avec le président américain de l'époque. Donc là, c'est une photo vers 1962, à l'époque durant laquelle Chaban est président de l'Assemblée pour la première fois. Et puis je vous ai très brièvement parlé du Chaban sportif, et c'est plus important qu'il n'y paraît là aussi, parce que c'est l'image d'un homme qui est proche des gens,
Et c'est aussi une des novations de la politique à cette époque-là, de montrer des hommes politiques jeunes, sportifs, dynamiques. Chaban, dans le privé, est un homme très sportif. Hein. Il est connu pour marcher, pour gravir les marches d'escalier 4x4, pour être un tennisman, etc. C'est évidemment un outil au service de sa stratégie d'image publique. Hein. C'est pas quelque chose de neutre. Et ça aussi, c'est nouveau à l'époque. Giscard le fera aussi plus tard, en se montrant au ski, au football, etc. Mais Chaban est une sorte de précurseur à ce niveau-là. Il n'y a pas tellement d'exemples avant. Une image un peu plus consensuelle, c'est Chaban à la présidence de l'Assemblée nationale. Là, on est vers 1987, a priori. Donc, durant la première cohabitation, les droites ont gagné les élections législatives de 1986. Pas de beaucoup, parce qu'il y a eu la concurrence d'un FN qui est devenu un parti important au niveau national. Le FN a 35 députés. La coalition RPR-UDF a gagné les élections et donc Chaban revient à ce qu'on appelle le perchoir. Là, ce que vous voyez derrière Chaban, là, le siège, c'est le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale, qu'il occupe une troisième et dernière fois de 1986 à 1988, tout en cumulant naturellement avec sa fonction de député maire de Bordeaux. Mais à l'époque, c'est des choses qui sont admises. Ça ne serait plus possible maintenant, naturellement. Ne serait-ce que parce qu'il y a une loi qui interdit le cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive dans une municipalité ou dans une collectivité. Photo intéressante à mon sens de mars 1995 avec de gauche à droite Chirac, Chaban et Juppé. Vous avez aussi en arrière-plan Michel Alliot-Marie. Intéressante parce que c'est en quelque sorte la passation de pouvoir entre Chaban et Juppé, ceci dans le contexte particulier de la fin de la campagne présidentielle de 1995. Pas le début de la campagne où Édouard Balladur est favori. Là, on est sur la fin de la campagne, donc après les bons sondages de février, où il est clair qu'il y aura un second tour Parti socialiste représenté par Lionel Jospin, Jacques Chirac. Et donc on est là devant une sorte de cérémonie officieuse de passation entre le député maire de Bordeaux, dont on voit qu'il est avec une canne, hein, donc il est considérablement diminué, et puis le futur député maire de Bordeaux, futur Premier ministre également, Alain Juppé. C'est un changement d'époque après, je le rappelle, 48 ans de règne, si je puis dire, à la mairie de Bordeaux. Que lègue-t-il d'ailleurs à la ville de Bordeaux, Chaban? Eh bien, sur un plan architectural, c'est notamment le pont Chaban-Delmas, qui est inauguré au tout début des années 2010, me semble-t-il, qui est désormais un des ponts emblématiques de Bordeaux. Voilà. Il demeure une figure importante de la vie municipale bordelaise, puisque son successeur, Juppé, donne en sa mémoire son nom à un important pont de Bordeaux, qui est désormais le pont Chaban-Delmas. Et puis, dernière image, ce timbre commémoratif que j'ai trouvé intéressant, timbre de 2001, donc on est là quelques mois après le décès de Chaban. Et c'est un timbre qui reprend l'image du Chaban des années 1980 et qui célèbre donc très tôt après sa disparition l'homme d'État qu'était Chaban. Voilà pour la vie de Chaban. Quelques extraits marquants de ses mémoires. Mémoires pour demain de Chaban.
qui est un livre de à peu près 510 pages. En page 33, sur la question des conséquences économiques, pourrait-on dire, du Front populaire. Et ça permet de faire le lien un peu avec ce que je disais de la vision sociale de Chaban. Qu'est-ce que Chaban pense des conséquences du Front populaire? Je cite: « Pas question de rejeter la responsabilité du désastre de 1940 sur les mouvements de 1936, c'est-à-dire les grèves consécutives à la victoire du Front populaire au printemps 1936. Je poursuis. Ce serait absurde et inique, même s'il est impossible de contester le fait que, à leur suite, s'est produit un ralentissement, pour ne pas dire une perturbation de l'effort national. » Il est assez peu courant à droite de dire du bien du Front populaire, même si le Front populaire participe d'une forme de récit national qui transcende les droites et les gauches. À la fois, on considère à droite les avancées du Front populaire, les congés payés notamment, principalement, comme quelque chose qui était inéluctable. Et il y a assez souvent cette petite musique qui est pas forcément dissible, parce que c'est difficile à dire explicitement. Mais on euphémise beaucoup en disant que la débâcle militaire de 1940 devrait beaucoup au congé payé de 1936. Et bien Chaban se pose en opposition de cette affirmation-là, comme vous le voyez dans cet extrait de la page 33 de ses mémoires. Il explique que ça n'est pas parce qu'il y a eu les congés payés de 1936 que ça rend évident, par une sorte de téléologie, comme si ça devait obligatoirement arriver ainsi, la défaite de 1940. Il ne tient pas ses acquis comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'essentiel. Ce discours n'est pas très courant à droite, et ça témoigne, je pense, de l'ouverture sincère de Chaban aux questions sociales. Au fait qu'il était nécessaire, même quelques années avant une possible, probable guerre, de mettre en place ces congés payés. Chaban sur la résistance, page 63. La résistance a été une insurrection de la jeunesse. Vichy, c'était vieux. Pas seulement parce que le chef de l'État lui-même semblait une pièce de musée, magnifiquement conservée. La doctrine officielle de Vichy n'était tout entière qu'un radotage historique, développant des valeurs d'autrefois et des structures anciennes. On allait faire renaître les corporations et le corporatisme. Les Français étaient invités au retour à la terre. Intéressante réflexion de Chaban sur le côté, sur les aspects réactionnaires du régime de Vichy, qui contraste d'ailleurs assez avec l'aspect prométhéen, vitaliste des fascismes de l'époque. On ne peut pas vraiment ranger le pétainisme et ces doctrines-là dans la même catégorie. Et Chaban montre bien combien il y a dans l'antinomie entre résistance et Vichy collaboration, résistance d'une part et Vichy collaboration d'autre part, quelque chose de l'ordre d'une fracture générationnelle. Vichy serait l'affaire de vieux, de réactionnaires, et la résistance quelque chose du domaine exclusif ou quasiment de la jeunesse. Et effectivement, comment voir autrement les choses si on prend en considération notamment le fait que la résistance qui existe donc depuis l'été 1940 est considérablement grossie à partir de la mi-1943, quand vient le service du travail obligatoire, STO. Ces jeunes Français de 21-22 ans que l'on force à travailler en Allemagne pour nourrir la machine industrielle allemande, pour travailler dans l'industrie de guerre allemande, dans cet effort de guerre final et désespéré du
du Reich agonisant. Naturellement, beaucoup de Français préfèrent de loin, ils ne sont pas majoritaires, mais une forte minorité d'entre eux préfèrent s'engager dans la résistance à partir de là. Et c'est sûr qu'en cette année 1943, la résistance grandit et se rajeunit considérablement. Nourrie qu'elle est de ces nouveaux éléments jeunes qui refusent à la fois la fascisation du régime et puis de servir l'effort de guerre allemand, qui refusent de partir travailler dans des usines outre-Rhin. Et ça, alors Chaban ne parle pas du STO dans cet extrait, mais je pense que quand il évoque Vichy comme un régime vieux et implicitement réactionnaire et la résistance comme une réalisation de la jeunesse, il vise juste. Effectivement, il y avait un contraste générationnel entre ces deux attitudes. Cette attitude de révolte contre une occupation et un anéantissement qui était celle de la résistance, et puis cette France agrarienne, aspirant au retour aux valeurs traditionnelles, au retour à la terre, qui ne mentirait pas, cette France réactionnaire qui procède de l'extrême droite au sens classique, qui est celle de Vichy. Même s'il y a eu naturellement des éléments à gauche qui ont participé à Vichy, même si les éléments de gauche étaient plutôt parmi les collaborationnistes, c'est encore autre chose. Page 204, très brièvement. Je trouvais la formule amusante plus qu'intéressante. En 1950 éclata la guerre de Corée, pas froide du tout, elle. Aux premières années de la guerre froide, il y a ce conflit en Corée, qui est un conflit indirectement entre l'Union soviétique et les États-Unis, où l'on a la crainte, la perspective qui n'a jamais eu lieu, par exemple, d'un bombardement atomique en Chine en 1950, qui est une idée de MacArthur, qui est bloquée par le président Truman. Enfin, on a la perspective potentiellement d'une troisième guerre mondiale qui commencerait en Corée en 1950. Et rétrospectivement, on parle de tout ça comme de la guerre froide entre 1947 et 1991. C'est oublier qu'il y a ces premières années de cette confrontation géopolitique entre Américains et Soviétiques, où l'on a à plusieurs reprises la possibilité, la croyance dans une guerre nucléaire. En 1950, en Corée, plus tard en 1962 avec la crise des missiles de Cuba, et puis beaucoup plus tard, au mi-temps des années 1980 avec la crise des euromissiles, vers 1983. On dit la guerre froide, mais comme le souligne Chaban, elle ne fut pas toujours si froide que ça, et l'exemple coréen est très pertinent à mon sens. En page 208, la France se croyait investie d'une mission civilisatrice, l'or ou le pétrole de ses colonies, une économie de valeur ajoutée, moyennant quoi elle a pu se séparer de chacune d'elles comme l'on filialise un département de production, sans trop d'état d'âme, alors que nous avons dû quitter les nôtres dans, et j'arrive pas à me relire, je suis désolé, dans les égarements a priori. Réflexion sur la décolonisation. J'ai appris d'ailleurs en faisant mes notes, j'ai pris quand même quelques notes sur ce que je ne connaissais pas de tête sur Chaban. J'ai appris en faisant ces notes que Chaban avait été sénateur de la communauté, c'est-à-dire que il avait été membre de cette assemblée qui rassemblait à la fois des parlementaires français et puis ça devait être entre 1958 et 1960 en gros. Eh bien c'est des parlementaires africains dans ce qu'on appelait la communauté française à l'époque, qui a succédé à l'empire colonial français. Donc voilà une brève réflexion de Chaban sur la décolonisation et ses conséquences. En page 213, sur la pensée du général de Gaulle,
un discours méconnu du général. Je cite, « Dès 1948, dans un texte admirable prononcé à Marseille, il, donc De Gaulle, affirmait la nécessité de bâtir une Europe occidentale conçue comme un regroupement d'États souverains et fédérés, dont la France serait, entre guillemets, le centre physique et moral. » Fin de citation. Je ne savais pas cette déclaration du général, là aussi dans un contexte de début de guerre froide. Quelques mois après l'établissement de la doctrine Jdanov, et qui est donc la nouvelle doctrine soviétique, quelques mois après la stratégie de l'endiguement, du containment mise en place par le président Truman, qui essaye de bloquer l'avancée de l'impérium soviétique en Europe orientale. On est sur toute cette période-là. 2 ans après le discours de Fulton, le discours de Winston Churchill dans cette université du Missouri à Fulton, où il théorise ce qu'il appelle « the Iron Curtain », le rideau de fer, qui est en train de s'abattre, dit-il, en Europe de l'Est. Alors j'ai noté en page 416, là c'est des notes personnelles, intéressante mais sans doute partiale analyse de Chaban, où Pompidou est perçu comme un conservateur, ne voulant rien bousculer après mai 68, tandis que De Gaulle aurait été plus ouvert, entre guillemets. Par la suite, Chaban renforce par cet exemple sa filiation politique avec De Gaulle. Où il y a quelque chose d'étonnant dans ce livre, c'est qu'il dépeint un De Gaulle ouvert aux réformes de la société, et un Pompidou fermé. Pompidou fermé, je veux bien l'entendre, mais à mon sens, De Gaulle ne l'était pas moins, même s'il avait ces fulgurances, ces choses qu'il esquissait, comme je l'ai expliqué en introduction de l'émission, avec la question de la participation. Mais enfin, faire d'un Pompidou quelqu'un de fermé, un De Gaulle quelqu'un d'ouvert par contraste, et se créer ainsi rétrospectivement une filiation avec le général, je pense que c'est là quelque chose d'assez partial. On peut le comprendre, c'est humain, ce sont des mémoires. C'est une autobiographie. C'est donc pas quelque chose de neutre. On peut le comprendre, mais c'est intéressant à relever. Page 428, sur Pompidou, justement. Pompidou, c'était le gaullisme sans De Gaulle. Je veux dire sans cette part d'aventure, d'audace, de grandeur, d'élan sublime qui a caractérisé l'œuvre du fondateur de la France libre. Je ne lui reproche pas, on ne succède pas à un personnage de cette dimension. On peut tout juste essayer de gérer au mieux son héritage. Tout est dit. Et comment être en désaccord avec cette analyse ? Comment croire que à la fois le gaullisme pouvait longtemps survivre au général ? Je n'ai pas précisé qu'il est décédé en novembre 1970. Et puis comment croire que Pompidou allait être une stricte continuation du gaullisme. Pompidou, De Gaulle est un homme qui, de son vivant, est entré dans l'histoire de France. Par son rôle exceptionnel, anormal, au sens que ça n'était pas prévu dans la Deuxième Guerre mondiale, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale. 30 ans avant sa mort, et plus encore 25 ans avant sa mort, à la Libération, lors du gouvernement provisoire de la République française, De Gaulle est dans l'histoire de France. C'est un personnage vivant de l'histoire. Pompidou, ça n'est pas comparable, bien sûr. D'autant plus que Pompidou n'a pas été résistant. Alors que De Gaulle incarne la résistance. Naturellement, il ne pouvait pas y avoir d'égalité entre ces deux hommes. Ça explique sans doute aussi, je suppose, la brouille qui interviendra entre eux en 1968, après les événements de mai 68, entre un De Gaulle considérant qu'il ne faut pas prendre en compte les évolutions de la société, et un Pompidou qui, avec ce qu'il entreprend lors des accords de Grenelle, est tout de même sur une plus grande ouverture vis-à-vis des évolutions de la société et de l'évolution des mœurs. Page 494, intéressante réflexion de Chaban sur le génocide juif, sur la Shoah.
Je cite, « Vouloir tuer tous les juifs, ce n'était pas seulement le comble de l'horreur, c'était le renoncement absolu de l'esprit, la purification ethnique et la préférence nationale qui en est le vestibule, procèdent de cette même stupidité criminelle. » Et ensuite, d'intéressantes considérations sur le congrès du FN de l'époque à Strasbourg. Au passage, ouvrons d'un mot le débat qui s'installe autour du Front National et de Le Pen. Faut-il l'enfermer dans un cercle de silence, comme on a essayé de le faire? Faut-il en parler au risque de lui donner le retentissement médiatique qu'il recherche? Faut-il descendre dans la rue et manifester la révolte citoyenne, ainsi qu'en ont usé les protestataires de Strasbourg qui ont fait danser la République aux quatre coins de la ville, tandis que se tenait le congrès du FN. Congrès du FN qui, je crois, intervient en avril 1997. Donc le livre sort en avril 1997, on voit qu'il traite d'événements d'histoire immédiate. Là. Bon, on a cette réflexion classique des gaullistes de l'époque, de la droite post-gaulliste de l'époque, qui est un refus complet non seulement bien sûr d'alliance avec le FN, hein, ça ne surprend pas, mais même, et ça surprend maintenant dans les années 2020, de toute réflexion sur la question du nativisme. On dirait en sciences politiques la question de la préférence ou de la priorité nationale, le fait que des nationaux soient prioritaires par rapport à les étrangers dans des domaines comme la protection sociale, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, etc. Ce sont des questions qui sont tabous à l'époque, naturellement. Et Chaban le manifeste en qualifiant, je cite encore une fois, la préférence nationale comme vestibule de la purification ethnique. On a du mal à comprendre le rapport, mais le rapport est évident pour les droites à l'époque. Voilà. Ce sont des choses qui ont mal vieilli avec les évolutions de l'opinion, naturellement. Voilà ce que j'ai noté dans ces mémoires pour demain de Jacques Chaban-Delmas, publié en 1997 chez Flammarion. Chers amis, merci de votre écoute. Je ferai dans quelques semaines une autre vidéo, une autre fiche de lecture en quelque sorte, qui en profite pour revenir sur la vie d'un personnage historique ou revenir sur une période historique. Et puis encore une fois, merci pour votre écoute. J'espère que cela vous aura plu et n'hésitez pas en commentaire à exprimer à la fois vos remarques, vos critiques, vos doléances sur cette émission ou celles qui l'ont précédée. Merci encore de votre écoute. À bientôt.